Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo sacrilège. Le belge est encore sous système Hot Windows. Eh bien de un, je fais ce que je veux, c'est ainsi. Et de 2, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, je ne suis pas un libriste comme les autres. Je ne suis peut-être pas un libriste pour certains. Sûrement même. Alors, j'avais envie de parler de Debian aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Debian 10 Buster est sorti il y a peu. Et bon nombre d'utilisateurs ils entendent dire de Debian, eh bien que c'est une très bonne distribution. Alors, certains veulent s'y essayer, d'autres s'y essayent carrément, et restent un peu surpris. Pourquoi? Parce que déjà, rien que le fait de devoir choisir une image d'installation Debian, ils sont un peu perdus. Il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs types d'images d'installation, des images de taille réduite, des images complètes, des images autonomes. Et une fois qu'ils lancent l'installateur, là, ils sont encore plus surpris. Comment ça? Je dois introduire un mot de passe un mot de passe route, un mot de passe super utilisateur, et puis un mot de passe utilisateur normal, simple. Mais c'est quoi de ça? Voilà. Donc on va au travers d'une installation de Debian, au travers de l'installateur de Debian, répondre à plusieurs questions, répondre à des interrogations que certains peuvent avoir. Alors, premièrement, on va se rendre sur le site de Debian, donc moteur de recherche, on introduit Debian. Le premier lien qui sort, c'est le lien vers le site officiel de Debian, donc debian.org. Un petit clic dessus, obtenir Debian, et déjà là, on est directement perdu. Alors, une image donc d'installation de taille réduite. En dessous, une image d'installation complète. Et à côté, une image autonome. Bon, une image d'installation de taille réduite, comme son nom le laisse sous-entendre, donc c'est une image de taille réduite, plus petite, approximativement 300-350 mégas. Pourquoi? Parce qu'elle ne contient que le système de base. L'installation sera complétée grâce à votre connexion internet parce que le restant se trouve sur les serveurs de Debian. C'est comme ça que l'installation se terminera. Donc image de taille réduite, seulement le système de base. Tout le restant se trouve sur les serveurs de Debian. Donc c'est pour ça qu'il vous faut une connexion internet. Image d'installation complète, ça porte bien son nom, elle est complète, donc elle est plus grosse, le poids est plus conséquent, tout est compris dans l'image ISO. Maintenant, attention, avec ce type d'image, ce n'est pas une image dite live, vous n'allez pas pouvoir tester donc l'image et puis ensuite décider de l'installer ou non. Non, c'est pas comme ça que ça va. Si vous voulez une image de type live, voilà, essayez Debian en autonome avant l'installation. C'est bonne vieille image ISO live. Donc vous allez pouvoir tester Debian pour voir la compatibilité hardware entre autres. Et ensuite de décider si vous l'installez ou non. Moi personnellement j'utilise une image d'installation de taille réduite. Ok, image de taille réduite que voici. Donc j'avais dit 300-350 mégas, on est à 342. Ok. Donc je me rends dans VirtualBox, j'ai préparé 4 machines virtuelles identiques. Je ne sais pas si je vais avoir besoin des 4, mais au moins j'ai de la réserve. Alors ce que je vais faire, je vais démarrer une et je vais démarrer 2. Et vous allez voir pourquoi. On va faire comme ceci et on va faire comme ceci. Voilà. Alors, premièrement, dès qu'on lance l'installateur, on peut voir installation de type graphique, installation normale. Donc ça, l'installateur va se lancer en mode graphique. Installe, l'installateur va se lancer en mode textuel. Ok. On pourrait tester les deux sortes. Premièrement, je vais lancer l'installateur en mode graphique. Deuxième, en mode classique, donc basique, textuel si vous voulez. Voilà. Voilà. Vous voyez la différence entre les deux? Alors, je vais choisir
la langue française. Donc situation géographique Belgique. Disposition du clavier belge. Sur ce, je pars de l'autre côté. Même chose. Vous voyez, c'est la même chose. Hein. Donc, langue français. Je suis situé en Belgique. Disposition du clavier belge. Comme ça, je vais un peu détailler l'installateur de Debian. Et on va utiliser des options différentes pour les deux installations que l'on a sous les yeux. En essayant de ne pas faire une vidéo trop longue. Alors, nom que vous voulez donner à la machine. Ce nom servira à identifier la machine sur le réseau. Je vais laisser Debian. Domaine, il n'y en a pas. Même chose de l'autre côté. Je laisse Debian. Domaine, il n'y en a pas. Alors, on revient ici. Voilà, mot de passe super utilisateur. Ce sera blabla Linux. On peut demander à ce qu'il soit affiché. Hein. Et là, je confirme ce mot de passe. Donc là, va être créé un compte root avec un mot de passe super utilisateur. Voilà. Nom complet du nouvel utilisateur. Blablateur. Continuer. L'identifiant, donc le pseudo, le username, BBL. Continuer. Et là, je crée le mot de passe pour BBL qui sera un utilisateur dit simple. Blabla. Blabla. Je continue. De l'autre côté, je ne mets pas de mot de passe super utilisateur donc pour le compte root. Je laisse vide. La confirmation, je laisse vide. Nom complet du nouvel utilisateur, blablateur, je valide. L'identifiant BBL, je valide. Mot de passe, blabla, donc pour BBL, je valide. Blabla, donc je confirme, je valide. Alors, j'ai dit qu'on allait faire différemment pour les deux installations. Donc, partitionner les disques, la méthode de partitionnement, ici je vais demander la méthode assistée et je vais utiliser le disque entier. Donc, continuer. Je sélectionne le seul et unique disque que j'ai, continuer. Alors, je vais mettre tout dans une seule partition, recommandée pour les débutants. Voilà. Et de l'autre côté, assister, utiliser un disque entier. Voilà. Je sélectionne mon seul et unique disque. Et là, je ne vais pas tout mettre dans une seule partition. Je veux un home séparé. Voilà. Et alors, on va, pour les deux installations, donc terminer le partitionnement et appliquer les changements. On peut voir qu'ici, il m'a créé donc une partition swap de 2,1 Go et une partition X4 de 135 Go. Tout va être regroupé dans cette partition X4. Ok, donc continuer. Tandis que de l'autre côté, ici, il m'a créé trois partitions. Une partition swap de 2,1 Go, une partition donc racine X4 de 30 Go et une partition donc de type X4 pour mon home, puisque je voulais un home séparé. Je termine le partitionnement et j'applique les changements. Faut-il appliquer les changements sur les disques? Vous pouvez encore dire non. Hein. Ici c'est bon, oui. De l'autre côté, même chose, oui. Continuer.
Et ben on va patienter, hein. On va patienter tout simplement. Alors, une question, configurer l'outil de gestion des paquets. Alors ici c'est une option, voilà, si vous avez téléchargé donc Debian en DVD, hein, en collection de DVD, DVD 1, 2, 3, 4, et bien là, donc faut-il analyser un autre CD DVD? Si vous en avez plusieurs, et bien vous faites oui, vous introduisez le second DVD, le troisième DVD, le quatrième DVD, et ainsi de suite. Ici, non. Même chose de l'autre côté. Non. Alors, on va utiliser un miroir réseau. Donc, je suis situé en Belgique. Je vais utiliser deb.debian.org. Mandataire HTTP, je n'en ai pas, je laisse vide. Alors, de l'autre côté, ben, ce sera Belgique, deb.debian.org. Mandataire HTTP, je n'en ai pas. Et on rapatiente. Alors, une autre question. C'est simple. Souhaitez-vous participer à l'étude statistique sur l'utilisation des paquets? Moi perso, quand j'utilise Debian en tant que serveur, je réponds non. Si j'utilise Debian euh, comme, comme système desktop, bah, je réponds oui. Voilà, ça peut les aider. Ici je vais mettre non. Ici je vais mettre non. Ah, important ici. Voilà, le système de base est installé. C'est bien, on a le système de base, mais maintenant, nous, on veut aller plus loin. On veut un environnement et peut-être plus. Donc, l'environnement de bureau de prédilection de Debian, c'est GNOME. D'ailleurs, ici, je ne vais rien cocher. Environnement de bureau Debian, bien, je vous le dis, c'est GNOME. On va avoir un serveur d'impression et on va avoir les utilitaires usuels du système. Je laisse comme ça. Et ça va être GNOME qui va être installé. Ici, si par exemple je décoche l'environnement de bureau Debian et que je coche GNOME, ça revient au même en fait. Ok, ça revient, au même. Ok. Maintenant, si je laisse environnement de bureau Debian coché et que je choisis, je sais pas moi, ben XFCE, bien ce sera XFCE qui va être installé. Voilà, je continue. En fait, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer en une vidéo un peu toutes les options différentes que comporte l'installateur Debian. Et vous allez voir qu'il est parfaitement au point, il fonctionne très bien, peu importe les options choisies. On peut voir tout ce qui est en train d'être téléchargé. Donc 1370 paquets en tout à gauche et on est à 670, 680. Et à droite 1282. Donc on peut voir que l'environnement de bureau GNOME et tout le reste comporte 1370 paquets. Donc à gauche plutôt. Et à droite pour XFCE 1232. Voilà, on patiente. Toujours patienter. Alors, une question m'est posée. Installer le programme de démarrage Grub sur le secteur d'amorçage. Bah oui, hein. Alors, faut que je récupère ma souris. Voilà, donc j'ai dit oui. Périphérique où sera installé le programme de démarrage, mon seul et unique disque, voilà. Mais alors, à droite, voilà, même chose. Oui. Je choisis le seul et unique disque. Oui. Et on repatiente, mais ça devrait aller vite maintenant. Voilà.
Installation terminée. Continuez. Et à gauche, installation terminée. Continuez. Alors, à gauche, nous allons avoir, déjà on peut voir qu'on a affaire à un noyau 4.19.0 révision 5. Donc à gauche, nous avons un compte super utilisateur, donc root, qui a les droits root, et un compte utilisateur dit simple, BBL. Ok. Avec comme environnement de bureau celui de Debian, donc GNOME, tout dans une seule partition. À droite, nous n'avons pas de compte root. Nous avons créé un compte utilisateur simple qui a les droits root. Ce sera comme environnement de bureau XFCE. Et là, c'est pas tout dans une seule partition. On a demandé à avoir un home séparé. Voilà. Donc, je vais me connecter. Donc, BBL. Le mot de passe qui va bien, blabla. Alors, utiliser les paramètres par défaut, c'est XFCE. On va attendre que de l'autre côté, ça se termine. C'est un peu long, je n'aime pas faire ça, mais on va redémarrer. En espérant que cette fois-ci, la création des profils pour AppArmor ne crée pas de problème. Je pense que c'est bon. Oui. Donc ici, je ne dois pas entrer mon pseudo. Directement mon pass. Voilà. Alors. La différence, elle se situe où? Eh bien, elle se situe, regardez. On va faire appel à une instance terminale. De l'autre côté aussi. Ici, compte route de créer. Ici, pas. Juste un compte utilisateur simple qui a les droits route. La différence, c'est quoi? Ben, c'est que si je fais un sudo ici, hein, apt update. OK. Mot de passe pour blabla. Voilà. BBL n'apparaît pas dans le fichier sudoers. Retenez, sudoers, sudoers. Cet événement sera signalé. Donc, code route. Ici, pas compte route. Donc, si je fais un sudo apt update, blabla. Aucun souci. Ici, pour travailler, je dois faire un SU. Pour passer en route, faire blabla Linux, qui est le mot de passe du compte route. Voilà. Et ici, apt update. Déjà ça en déroute beaucoup. Ok, ça en déroute beaucoup. Alors, comment est-ce qu'on peut remédier à ça? Mais c'est pas dur. On va faire nano slash etc slash sudo, donc pas sudo, sudo, ni sado, hein, sudo sudoers, voilà, yeah. Alors, la petite technique, c'est pas dur, hein. Voilà, ne vous trompez pas, hein. Ici, voilà, ici, ce que vous faites, vous copiez, ok, vous collez, mais attention, vous enlevez route et vous faites BBL, ok, qui est le compte utilisateur simple que j'ai créé, d'accord. Et à partir de là, vous faites CTRL-X, oui pour enregistrer, Enter pour valider, yeah. Et que va-t-on faire? Nous allons se déconnecter, c'est impératif. Fermez la session. Je ferme la session. Ces changements ne prendront effet qu'à la connexion, qu'à l'ouverture de la session. Donc, blabla. On patiente, on va aller chercher
une instance terminale. Et vous allez voir que si je fais un sudo apt install, non, qu'est-ce que je fais moi? Sudo apt update, mot de passe de blabla, et voilà, c'est bon. Donc ça, je pense que ça va déjà en aider plus d'un. Alors, donc ensuite, pour vous montrer la différence, attendez, si je fais df-l, ok, attendez, je vérifie quelque chose, df-l, ok, non, si je fais disque, voilà, alors, ok, et ici, est-ce que j'ai... Tiens, attendez un peu, ce qu'on aurait pu faire, hein. Non, ce qu'on aurait pu faire, c'est voir, regardez, donc je ferai un sudo apt install gpartid, voilà, oui, et on va faire sudo apt install gpartid, voilà, on va aller chercher gpartid, blabla, non, blabla Linux, pardon, voilà. Alors ici, bah oui, hein, je vais pas confirmer, moi, oui. Alors on peut voir ma partition swap de 2 Go et ma seule et unique partition x4 dans laquelle tout se trouve. Tandis que ici, si je vais chercher, je sais pas c'est où, moi c'est un système, voilà, j'ai partid, blabla, voilà. On peut voir ma partition swap de 2 Go, ma partition racine donc x4, plus une partition home séparée aussi en x4. Ok, comme ça, vous voyez bien la différence. Alors, je vais quand même aller plus loin. Si vous êtes comme moi sur VirtualBox et que vous voulez que ce soit plus agréable d'utiliser Debian, on va installer les additions invitées. Mais ça ne s'installe pas comme une autre distribution, comme sous Ubuntu Mint par exemple, en faisant juste insérer l'image CD des additions invitées. Non, non, non. Il faut faire appel à une instance terminale. Et on va faire sudo apt install. Alors, on va faire make gcc. Alors, sudo apt install make gcc, je vais votre mémoire, dkms. Alors, on va faire linux-source espace linux-headers. Voilà. Alors, $, parenthèse, UNM, espace, petit r, on ferme la parenthèse, on valide parenthèse, on s'authentifie, blabla. Oui, on valide. On va faire le même de l'autre côté, comme ça vous allez voir que peu importe l'environnement de bureau, hein, sudo apt install, j'ai oublié moi, make gcc dkms, alors linux-source sans s, espace linux-headers, $, parenthèse, unm, espace, petit r, on ferme, blabla. C'est pas tout, hein, vous allez voir. Après, on va serrer l'image des additions invitées et on va lancer le fichier qui va bien. On y est presque, on y est presque, on y est presque. En fait, c'est une vidéo un peu mélange tout, comme j'appelle ça. Alors, à partir de là, périphérique, insérer l'image des additions invitées. Je vais avoir une petite fenêtre, voilà. Voulez-vous le lancer? Non, parce que je vais le lancer moi-même.
Alors je vais faire un cd slash media ls. Voilà, j'ai un cd-rom et cd-rom 0. Donc on va faire cd-rom 0 ls. Et on va lancer quel fichier? On va faire sh sudo sh vvvbox linux addition.run. Et c'est bon. Et là on peut faire le même. Voilà. Pop-up, pas de pop-up. Gestionnaire de fichiers. Ok, il est bien là. D'accord. Donc on va faire cd slash media ls. Ok. cd-rom 0 ls. Alors on va faire un sudo sh vbox linux addition.run. Et on patiente et vous allez voir que tout fonctionne bien. Donc vous avez vu quelques différences, hein. Installateur graphique ici, installateur classique là. Compte route ici, pas compte route ici. Alors tout dans une seule unique partition ici, partition home séparée, environnement de bureau GNOME, environnement de bureau XFCE. Et alors on termine par l'installation des additions invitées. Et après j'aimerais encore vous montrer une petite chose. Voilà, ici c'est fait. Clac. On va redémarrer. Je vais éjecter, éjection forcée, ISO des additions invitées. Voilà. De l'autre côté, ça se termine. Voilà, je me connecte, blabla. Ok, de l'autre côté, c'est bon aussi. Donc, déconnexion, redémarrer, j'éjecte, éjection forcée, et on peut voir qu'ici, c'est bon. C'est magnifique. Si je fais CTRL-F, c'est splendide. Et on peut voir que, que c'est bon, hein. Yeah. Magnifique. Que demander de plus? Rien. Alors, l'autre, où elle est? Elle est là. Donc, BBL. Blabla. Magnifique. CTRL-F. Magnifique. CTRL-F. Splendide, hein. Que demander de plus? Déconnexion. Éteindre. Et on éteint. Alors, c'est pas fini, il y a une suite. Oui, il y a une suite. J'aimerais vous montrer maintenant le partitionnement manuel sur un seul disque et le partitionnement manuel sur plusieurs disques. Donc, désolé, j'aurais dû prendre un instantané, hein, au bon moment sur ces deux machines-ci, juste avant le partitionnement. Je ne l'ai pas fait au moment du partitionnement, donc je vais devoir réutiliser deux nouvelles machines et procéder à deux nouvelles installations. Je ne vais pas parler, j'avance. Je viens de me rendre compte que j'avais fait le fou. Eh ouais, j'ai fait le fou. C'est que pour effectuer un partitionnement manuel sur plusieurs disques, eh bien, il faut plusieurs disques.
Et oui, il faut plusieurs disques. Donc ce que je vais faire, on va faire ceci. Je vais me rendre dans VirtualBox. On va faire configuration, stockage. Et ici, on va ajouter un disque, créer un nouveau disque, VDI suivant, dynamiquement alloué. Et on va lui mettre 250. Oula, qu'est-ce que je fous? 256, créer. Voilà, j'ai bien 256 et 128. Ok, et là, je dois recommencer, hein. Donc ici, nom de la machine, Debian. Allez, j'active, je ne parle plus. Et bien voilà, nous y sommes. Alors, pour ne pas faire de gaffe, quand même, hein, on va faire machine, prendre un instantané. On va l'appeler OK. Voilà. Machine, prendre un instantané, et on va l'appeler OK. Voilà, sur ce, méthode de partitionnement, pas la méthode assistée. On va aller sur manuel. Même chose de l'autre côté, je me suis peut-être mal exprimé. Ça va être un partitionnement manuel avec home séparé sur un seul disque et avec home séparé sur un deuxième disque. Voilà. Donc, je vais sélectionner donc à gauche mon seul et unique disque sur lequel je veux effectuer le partitionnement manuel. Voilà. Faut-il créer une nouvelle table de partition sur ce disque? Oui. Alors, voilà. Voilà l'espace libre que j'ai. Alors, je vais sélectionner mon espace libre. Je vais créer une nouvelle partition de 2 gigas. Je continue. Primaire, début. Et attention, point de montage. Point de montage. Attendez, j'ai peut-être fait une connerie. Ah voilà, non. Utiliser comme... Pardon. Espace d'échange. Swap. Voilà. Utiliser comme espace d'échange. Swap. Fin du paramétrage de cette partition. Voilà. Je me rends sur ce qui me reste de libre. Ensuite, je vais créer ma racine. Ma racine, je sais pas, moi, au pif, hein. Allez, 50 gigas. Voilà. Primaire, début. Système de fichiers journalisé X4. Point de montage, ouais, c'est bon. Ok. Donc, fin du paramétrage de cette partition. Je me rends sur l'espace libre et là, je crée encore une nouvelle partition. J'utilise le restant. Continuer. Primaire. Et là, ça va être mon home. Voilà, il a choisi mon home tout seul. Ok. Fin du paramétrage de cette partition. Voilà, j'ai un récapitulatif. Première partition, 2 gigas. Swap, espace d'échange. Deuxième partition, donc en X4 qui contiendra ma racine. Donc l'ensemble du système, sauf le home qui va être sur une partition X4, une troisième partition X4. Ok. Donc je termine le partitionnement et j'applique les changements. Donc faut-il appliquer les changements sur les disques? Oui. Voilà. Alors de l'autre côté, je vais choisir le premier disque. J'en ai deux, n'oubliez pas. Je choisis le premier. Faut-il créer une nouvelle table de partition sur ce disque? Oui. Alors, voilà. Je choisis l'espace libre sur le premier disque. Créer une nouvelle partition. Un swap de 2 gigas. Continuer. Primaire. Début.
Alors, ce sera pas donc système de fichiers journalisé X4, mais ce sera un espace d'échange swap. Ok, donc fin du paramétrage de cette partition. Je choisis l'espace libre. Hop là, créer une nouvelle partition. J'utilise le restant. Continuer. Primaire. C'est bon. Je laisse comme ça. Point de montage, la racine. Fin du paramétrage de cette partition. Et c'est là, attention, je choisis le deuxième disque. Voilà. Faut-il créer une nouvelle table de partition sur ce disque? Oui. Je choisis l'espace libre. Créer une nouvelle partition. Je choisis l'entièreté de ce qui m'est proposé comme espace libre. Continuer. Primaire. Et là, ça va être mon home. Voilà. Ok. Et je pourrais faire comme ça pour le reste. Hein, pour le slash var et ainsi de suite. Ok. Donc voilà, c'est bon. Fin du paramétrage de cette partition. Terminer le partitionnement et appliquer les changements. J'ai un récapitulatif. Voilà. Faut-il appliquer les changements sur les disques? Oui. Et on patiente, hein, on patiente. Alors, configurer l'outil de gestion des paquets. Donc comme tantôt ici, il n'y a rien qui change. Hein. Non. Miroir réseau Belgique. Donc dep.debian.org. Voilà, serveur mandataire, il n'y en a pas. Et cette fois-ci, je parle plus, je continue. Alors, petite précision, sur la deuxième install, là où il y a les deux disques périphériques où sera installé le programme de démarrage, vous choisissez donc le /dev/sda, pas le disque où est installé donc le /home. Et normalement, il n'y aura pas de souci. Allez, on y est presque. En tout cas, ce qu'on peut faire déjà ici, c'est faire un SU. On va passer en route. De l'autre côté, on va faire continuer. Voilà. Et pourquoi on est passé en route? Parce qu'on va faire un petit F disque-L. Ah, évidemment. Exit F disque-L. Ok, je vais pas me casser la tête, je vais faire un SU. On va faire blabla Linux, on va faire un apt install gpartid. Voilà, oui. Ok, c'est bon de l'autre côté. Je pars totalement en live, c'était pas prévu cette vidéo là, je vous le dis tout de suite. Hein. Fermer, on va faire gpartid, voilà. Mot de passe route ici. Et bien voilà, donc on peut voir mon swap, ma racine sur x4, mon /home sur x4, sur /dev/sda, un seul et unique disque. De l'autre côté, on va faire SU. Blabla Linux pour passer en route. On va faire apt. Donc install gpartid. Oui. Comme ça, vous allez voir la différence. Alors, on va faire gpartid, voilà.
mot de passe route, donc blabla Linux. Et voilà. La différence c'est quoi? Ben, c'est que sur mon /dev/sda, mon premier disque de 128 Go, j'ai mon swap. Hein, donc /dev/sda1 et ma racine sur du x4 en /dev/sda2. Et si je veux mon home, je dois sélectionner le /dev/sdb qui est mon deuxième disque de 256 Go qui lui comporte mon /home sur du x4 sur la partition /dev/sdb1. Waouh, on y est arrivé. Alors, j'éteins. Voilà. Attendez, c'est pas fini, j'ai encore d'avoir une petite idée. Mais il est fou ce belge, il est fou, moi je vous le dis. Alors, je vais utiliser cette machine-ci. Pourquoi? Parce que j'ai modifié le fichier sudoers. Donc, ce que je vais faire, voilà, je vais faire clic droit. Non, on va faire fichier, exporter un appareil virtuel, et je veux la, voilà, la tuto 2. Voilà. Suivant, on va utiliser le fameux format ouvert, hein, donc OVF. Hein, on va utiliser le 1.0. Pas besoin de fichier manifeste. Alors ça va être dans quoi? Oh non, 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 je veux pas qu'il soit là, moi. Je veux pas qu'il soit là. Je veux... Alors on va le mettre dans téléchargement, enregistrer. Ah ouais, ok. Eh ben, je vais faire comme ça. Je copie, clac. Donc je le veux dans téléchargement. Merci. Je colle, enregistrer. Voilà, c'est mieux. Suivant. Je complète pas. J'exporte. Voilà. Pourquoi j'exporte? Voilà. Quand on crée une nouvelle machine virtuelle, évidemment je ne serais pas y aller, sous VirtualBox, on a le choix soit d'utiliser donc le format de fichier .vdi qui est le format maison VirtualBox, ou alors on peut utiliser d'autres formats de fichiers pour ces disques virtuels. On peut utiliser par exemple du .vmdk. VirtualBox le reconnaît, et à ce moment là c'est plus facile parce qu'on peut transboiter sa machine. On peut également utiliser sa machine sous VMware, hein. VMware Player, Workstation, peu importe. Ou alors dire non, moi j'utilise le format natif, le format maison VirtualBox, donc le .vdi, mais alors si je veux l'utiliser sous VMware, ben là je dois l'exporter. Je dois l'exporter au format OVF OVA. C'est une archive OVF qui contiendra un fichier OVA. Ou l'inverse, une archive OVA qui contiendra un fichier OVF. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, ça va fonctionner, je vous le dis. Ouais, non, je vous le dis. Donc on patiente pendant l'exportation. On ouvrira ça dans VMware. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer comment installer les tools VMware. Comment moi je les installe. Voilà. Allez, on patiente, on patiente. Waouh! Alors là, je peux vous dire que l'exportation de la machine virtuelle, ça a été du rapide. Pourtant, il a indiqué 1h20. Ah non. Et puis ça s'est fait en quelques minutes. En quelques minutes. Alors, j'ai oublié de le dire, le fait d'exporter une machine virtuelle, ça exporte la machine virtuelle dans l'état dans lequel elle est. Ok? Donc, ce qui veut dire que si vous exportez une machine virtuelle, vous n'aurez pas les instantanés qui ont été pris sous VirtualBox. On est bien d'accord. Ok? Donc, si je me rends dans téléchargement, on peut voir mon fameux type de fichier, donc OVF, qui est une archive. Voilà, c'est bien OVF, hein, d'une taille de 2 Go 121 mégas. Et ce qu'on va faire, on va se rendre dans VMware, on va faire voilà, ouvrir une machine virtuelle. On va se rendre dans téléchargement. Je sélectionne mon fichier OVF. Voilà. Je peux modifier le nom de la machine virtuelle. Hein, modifier l'emplacement. Non, je laisse comme ça, j'importe. Alors, vous recommencez, c'est pas grave. Et normalement,
Normalement, c'est parti. Donc, en plus, dans cette vidéo, vous aurez vu comment prendre des instantanés, comment exporter un appareil virtuel, hein, grâce à VirtualBox, et comment l'importer grâce à VMware. Et puis, vous allez voir comment installer les fameux tools VMware pour que l'utilisation de la machine virtuelle, en l'occurrence Debian 10 Buster, soit plus agréable et pour bénéficier des fonctionnalités dites avancées. Allez, on patiente, on patiente. Wow, ça a été du rapide. Oh, je vous dis, bah ouais, mais je travaille avec du SSD, hein. Quoi? 1 minute et demie, 2 minutes? Voilà. Alors, ce qu'on va faire déjà. Attendez, je regarde. On va faire workstation 15.x, next. Create a new clone. Non, je vais altérer cette machine. Voilà. Ok, c'est fait. On va aller voir les settings quand même, hein. Processeur 4, on va faire ceci, ceci, ceci. Non, moi je veux 1 et 4. Voilà, et pas 4 et 1. 128. USB 2. Je veux voir tous les périphériques USB, mais je veux pas partager Bluetooth. Display. Ok, c'est bon. Options. Voilà. J'explique pas tout ça. Ça fait pas partie de la vidéo. Hop, hop, hop. Va-t-elle démarrer? On va voir. Yes. Ouais, ça démarre. Ça démarre. BBL. Blabla. Instance terminale. Alors si je fais un sudo apt install open-vm-tools desktop, je pense que chez Debian ce paquet n'existe pas. Je pense qu'il n'existe pas. Ah si. Je vais faire non. Je vais prendre, attendez, hein, hop, VM, clic droit, snapshot, proto snapshot, ok. Voilà, c'est fait. Je recommence. Première façon, installer le paquet Open VM Tools Desktop. Comme son nom le laisse sous-entendre, desktop. Ça veut dire que si vous utilisez une distribution dite desktop, c'est ce paquet-là qu'il faut installer. Si vous utilisez une distribution dite serveur, vous pouvez installer ce paquet-là, Open VM-Tools. Ok, donc moi, je vais installer ce paquet-là. Je fais oui. Et voilà, c'est la méthode la plus simple. C'est le paquet libre des tools VMware. Ok, et on peut voir que directement, d'ailleurs si je fais déconnexion, redémarrer. Hop. Et que je fais même ceci. Regardez, ça fonctionne très bien. Ok. Hein? Ah ouais, mais c'est normal. Qu'est-ce que je fous moi? Voilà. Vous voyez, tout fonctionne bien. Magnifique, hein? Magnifique. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais faire snapshot, retourner à OK, yes. C'est magique, c'est franchement magique. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon. Voilà. Je vais faire VM 1.
un petit souci. Ce que je vais peut-être faire, c'est déconnexion. Attendez, je vais éteindre, tant pis. Parce que vous voyez, dans VM, install VMware Tools, c'est grisé. Perso, j'ai jamais eu trop le cas. Ah, voilà. Alors, c'est parce qu'il faut choisir Linux. Ça arrive encore bien quand on importe. Ouais, c'est Debian 10, sinon pas encore. La mise à jour devrait arriver chez VMware. Voilà, on va prendre Debian 9.x. OK. On va démarrer. Voilà, c'était pour ça. Il voulait bien installer les tools, mais il connaissait pas la VM utilisée. Bien là, il le sait. Voilà, petit souci en live. Ça arrive en live, c'est pas un live, c'est une vidéo. BBL. Blabla. Ok, donc ce qu'on va faire, VM, install VMware Tools. Donc là, ce sont les tools officiels VMware. Voilà, gestionnaire de fichiers, VMware Tools. On va prendre le pointard.gz, copier, on va le mettre sur le bureau, on le colle, voilà. On va extraire ici. Voilà, double-clic, ok. Plus besoin de ça, on va ouvrir une instance terminale, on va faire ls, on va faire cd bureau, ls, on va rentrer dans le répertoire qu'on vient d'extraire, hein. Donc voilà, ls, on va faire un sudo, je sais plus, tiens, point slash, non, attendez, je crois que c'est ça, -f, -y. Non, c'est sudo d. Ouais, voilà. D pour oui. Et voilà. C'est magique, hein. Mais c'est magique, hein. Voilà. Vous avez vu deux façons d'installer les tools. Ok. Ouais, vous avez vu deux façons d'installer les tools et on peut redémarrer. Ce sera parfait. Redémarrer. On peut basculer en plein écran. Vous allez voir que tout fonctionne. C'est magique. Que demander de plus? Rien du tout. Rien du tout. C'est normal que ma fenêtre terminale apparaisse encore parce que je pense qu'il y a la sauvegarde de la session. Voilà, qui est enregistrée. On dit Dieu va. Voilà. Ok. J'éteins. J'éteins. Et on va faire ceci. Voilà. Ben moi j'ai fini. Je suis carrément parti dans du n'importe quoi. Mais j'espère que ça pourra en aider certains. Allez, moi je vous dis bye bye une prochaine. C'était Annie pour Blabla. Linux qui est sous système haute Windows. Mais qu'il est fou ce belge. Allez, ciao ciao.